Haroun, on commence avec vous. Héraclite, on connaît, philosophe grec. On connaît également Héraclès, fils de Zeus et d'Alcmène. Mais Héractète, on ne sait pas vraiment. Alors d'abord, en guise d'introduction, voici. Pardon. Excuse-moi, j'ai fait tomber mon livre. Enfin, c'est mon livre, je me suis pas approprié le livre de la bibliothèque. Hein. J'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre. C'est un peu un truc qui parle de philosophie, parce que j'aime bien la philosophie un peu comme toi, tu vois. Pascal, c'est bien, par exemple. Pascal, c'est pas mal. Il y a trop de mots. Hein, il écrit trop, Pascal. Sioran, c'est bien aussi, mais je trouve un peu tristoun. Hein, il est un peu, tu vois. En ce moment, bon... Et Nietzsche, j'aime bien, mais je trouve qu'il se la pète un peu. Oui, pardon. Nietzsche, comme on écrit là. Oui, j'étais en train de me dire comment on écrit Nietzsche, parce que vous mettez en exergue de votre livre 10 orthographes de Nietzsche. Oui. Le but, c'est aussi dans ce livre d'allier aussi parfois l'humour, bien entendu, mais vous allez aussi dans le fond des choses. Alors pourquoi avoir inventé un philosophe ? Alors ça part du spectacle, à la base de mon précédent spectacle, dans lequel je cite Héractète. Et je dis que c'est pour me donner de la prestance en société, parce que dès qu'on met des guillemets autour d'une phrase avec un nom qui fait philosophe derrière, on a l'impression qu'on est un érudit et les gens n'osent pas nous contredire. Et qu'on a le tampon de la vérité, au Exactement. fond. Ouais. Et souvent, il y a des gens qui utilisent des citations qui font parler les morts pour aller dans leur sens, alors que parfois, c'est des citations... C'est sorti de son contexte. Exactement. Et puis, parfois, c'est des philosophes qui voudraient pas qu'on les cite dans ces situations-là. Ouais. Et voilà, donc c'est né de ça. Et puis, j'avais écrit des pensées, j'avais envie de les partager. Et je suis pas philosophe, mais c'était des pensées qui étaient à la limite entre l'humour et la philosophie. Donc, je me suis dit que faire parler à un philosophe qui n'existe pas, c'était le plus pratique. Et quand on a court d'arguments, comme vous le dites dans les dîners, ça fait bien de citer Héractète, comme dirait Héractète. Alors les sujets que vous abordez, il y en a beaucoup. Il y a l'incendie de Notre-Dame de Paris, il y a la xénophobie notamment, Marseille, ville philosophique également. Comment vous avez choisi vos sujets ? Au fond, vous êtes inspiré de l'actualité ? Il y a des choses qui sont inspirées de l'actualité. En fait, quand on écrit de l'humour ou autre chose, enfin, je suppose que les écrivains qui sont dans votre émission vont dire la même chose, on est tout le temps en train de prendre des notes. Et il y a des choses que j'avais envie de réutiliser ou de mettre différemment parce que je trouvais que le livre se prêtait bien. On ne réfléchit pas à l'idée de la même façon que quand on l'écoute sur scène ou quand on la lit. Et il y a des idées qui se prêtaient très bien à l'écriture. Et c'est comme ça que j'ai collecté tout ça. Donc il y a des choses qui sont en relation avec l'actualité parce que j'y ai pensé pendant que ça s'est passé. Il y a d'autres choses qui sont dans l'air du temps juste et que j'avais en tête comme ça parfois. Vous reprenez des notions comme le doute, très présent en philosophie. On connaît bien entendu « je doute donc je suis ». Il y a aussi une chose frappante, c'est que ce soit sur scène ou en prenant la plume comme ici, on a le sentiment que vous tentez de trouver les failles de nos sociétés. Oui, j'essaie de trouver les failles dans ce que moi je fais. J'essaie de trouver mes défauts et en fait, en trouvant ces défauts, on essaie de trouver... Il y a des défauts qui parlent à tout le monde et en fait, il y a des défauts qu'on partage tous plus ou moins. Donc oui, en effet, j'essaie d'avoir une critique un peu... distancié des problèmes qu'on a dans nos sociétés et de lire de la philosophie, ça m'aide beaucoup à prendre de la distance aussi. Ouais. Est-ce que vous avez puisé d'ailleurs dans des répertoires de philosophes pour écrire ce livre ? Non, mais il y a quelques références quand même. En fait, j'ai voulu me moquer un peu de la philo parce qu'on la sacralise parfois un peu trop, alors que je trouve que quand j'en lis, les bons philosophes essaient justement de ne pas être trop sacralisés. Justement, ils essaient de... Enfin, ils sont pleins de modestie. Donc oui, forcément, ça m'a inspiré, mais c'est pas des idées que je suis allé prendre chez eux. Blaise Pascal, vous le citez, lui a bel et bien existé. Il disait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Et vous ajoutez... Il aurait dû ajouter sans leur téléphone. Pour le coup, là, avec la pandémie et le confinement, beaucoup sont contraints de rester encore à la maison. Vous, l'humoriste, qu'est-ce que ça vous inspire, cette pandémie de coronavirus ? Parce qu'il ne nous reste plus que le rire, au fond, peut-être. Hein. Non, il reste encore... Et la philosophie, il reste encore toute la pensée. Après, la construction du rire, c'est aussi la pensée, mais je trouve que ça nous a donné une bonne leçon. Ça nous a donné une bonne leçon sur notre humanité, sur notre mortalité, et sur ça, sur le fait de savoir... se poser un peu pour réfléchir à ce qu'on est en train de devenir. Et si c'est pas la nature ou par les pandémies qui nous apportent ça, personne ne peut nous forcer
à rester un peu silencieux, même si on n'est pas resté beaucoup finalement. Vous abordez aussi notre façon de vivre en société. Alors pour certaines et certains, le télétravail a sans doute changé la donne, mais vous écrivez par exemple, on ne prend pas assez compte de l'influence du repas sur les décisions graves. Une réunion de la première importance ne prendra pas le même tour selon qu'elle aura lieu à 10h ou à 12h30, à midi et demi. Il est probable que la faim encourage d'accélérer la prise de décision parce qu'on a peur qu'il n'y ait plus de frites à la cantine. Oui. C'est aussi ces scènes de la vie quotidienne que il y a vraiment des éléments de réalité. Hein, oui, mais en fait, j'aime bien, moi, la relation entre le quotidien et ce qu'on sacralise. C'est-à-dire qu'en gros, il y a peut-être des décisions très graves qui ont été prises à des heures où les gens avaient vraiment envie de partir en week-end. Y compris sur ce qu'on appelle des plans de restructuration, de licenciement. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais parce qu'au final, comme on est tous des humains, on a tous faim et on a tous des réactions très viscérales à nos besoins primaires. Physiologiques presque. Exactement. Et donc ça influe sur notre pensée. Mais il y a même des gens qui réfléchissent à ça, sur à quel point les penseurs sont influencés par leur corps. Donc là, je m'approche de la philosophie. Moi, je la touche à peine, mais c'est ça. C'est en quoi le corps influe sur notre façon de réfléchir. Allez, quelques mots maintenant de votre prochain spectacle. On espère le plus vite possible, mais ça pourrait être 2021. Donc, on espère janvier. Voilà, tout dépendra bien entendu on verra bien de l'état de la crise sanitaire en France. Un mot donc de ce spectacle, Seul ? Oui, alors seul avec un S, parce que je me suis penché là-dessus pendant le confinement et je me suis dit que on n'était pas responsable de nos pensées, donc j'ai essayé de partager des pensées et parfois je me dis que les pensées que j'ai, j'aimerais que ce soit quelqu'un d'autre qui les ait pour pouvoir les justifier parce que parfois j'en suis pas très fier. Et donc j'invoque un peu une deuxième personne en moi qui est capable aussi d'avoir des pensées que j'assume pas forcément. Ouais, la complexité de l'être humain. Il y avait vos Pasquinades notamment qui ont connu un franc succès. Vous êtes un humoriste atypique avec votre propre style. On est beaucoup dans la parole, le phrasé, très posé. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce choix artistique sur scène ? C'est même pas un choix, je pense que ça s'est imposé par rapport à mes goûts. Moi, j'ai toujours été fasciné par les dialogues. Quand je regardais des films, j'étais toujours fasciné par la puissance d'un dialogue ou la puissance de un mot ajouté après un silence, à quel point ça pouvait être rythmique, à quel point il fallait que ce soit précis. Donc j'ai toujours travaillé dans ce sens-là pour retravailler mes textes pour trouver à chaque fois le bon mot qui tombe au bon moment. Et sinon, faut pas le dire, quoi. La vanne et la punchline. D'ailleurs, vous dites aujourd'hui, on dit vanne et punchline. Pour les philosophes, ça s'appelle des aphorismes. En effet, un mot maintenant, on va passer dans cette émission à Frantz Fanon. Que vous inspire cet homme, si je vous dis Frantz Fanon ? Et Frantz Fanon, j'arrête pas de graviter autour parce qu'à chaque fois que je lis des ouvrages, il le cite. Et j'ai un ami en plus qui m'en a parlé récemment qui s'appelle Lenny Mbonga, qui est humoriste aussi, qui parle beaucoup d'Afrique. Il m'a conseillé de le lire, donc il va falloir qu'à un moment je m'y colle. Et en tout cas, il a l'air d'avoir influencé beaucoup la pensée.